Salut Cam Octavish. Aujourd'hui je vais te parler d'un livre qui s'appelle Hugh Glass, la rédemption du chasseur. C'est écrit par John Cook et c'est paru aux éditions Infinies Découvertes. C'est un livre qui est très intéressant, il est en 7 chapitres. Voilà. Il est en 7 chapitres et en fait, bon, il ne faut pas s'attendre avec ce livre à une autobiographie de Hugh Glass ou un roman dans lequel on va suivre toute sa vie parce que c'est pas du tout le cas, c'est pas du tout la structure. Ça se rapproche plus d'un livre un peu historique. En fait, la structure du livre va aller de la plus grande entité vers la plus petite et ensuite conclure sur le personnage et le mythe de Hugh Glass. Donc ça va commencer par décrire la création des États-Unis d'Amérique, donc en partant des 13 colonies, puis la guerre d'indépendance, et ensuite la constitution des États-Unis avec la déclaration d'indépendance. Donc du coup, en fait, ça va expliquer les valeurs qui ont constitué ce pays, les valeurs des premiers colons, et qu'est-ce qui fait d'un personnage un héros. Donc la création des États-Unis, ensuite ça va parler de la conquête de l'Ouest, donc pourquoi l'homme blanc a décidé de partir vers l'Ouest, des terres inconnues, des terres d'aventure, quelle est la mentalité du colon américain qui fait qu'il a toujours envie d'aller plus loin. D'ailleurs je crois que c'est dans ce bouquin que j'ai appris qu'un colon américain, il pouvait aller donc dans les nouvelles terres colonisées, il pouvait aller dans un bureau des cessations, je crois, ou des sécessions, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, mais en gros, il pouvait se déclarer et s'il travaillait 5 ans sur une terre et qu'il montrait qu'il était productif sur cette terre, les États-Unis lui donnaient jusqu'à, je crois que c'est 64 hectares de terre gratuitement. C'est un truc de malade. C'est pour ça qu'il y a des ranchs énormes aux États-Unis, c'est en fait des héritages de ces années-là, quoi. Bref. Donc ça parle de la constitution des États-Unis d'Amérique, la conquête de l'Ouest, et ensuite ça va parler des tribus amérindiennes. Donc quelles sont les relations entre les colons, pourquoi les tribus peuvent être hostiles, comment elles ont constamment été spoilées de leurs terres par les différents traités qu'elles ont signés avec les États-Unis. Donc en fait ça pose un peu un historique très rapide quand même, hein. C'est vraiment rapide, hein. Ne t'attends pas à avoir un inventaire de toutes les guerres avec les Amérindiens, les tribus, les différents chefs, ça va vraiment très vite, hein. Ça parle un peu de Sitting Bull, ça parle vite fait de Geronimo et de la révolte des Apaches, ça va très très vite, mais en gros c'est juste pour te donner un sentiment de ce qu'étaient les relations avec les tribus amérindiennes, hein. Ensuite, dans la suite du livre, on va passer sur les trappeurs, donc ils vont expliquer qu'est-ce que c'est que les trappeurs, pourquoi les trappeurs ont eu besoin d'aller de plus en plus loin, et jusqu'à la constitution d'entreprises qui vont en fait industrialiser le prélèvement de fourrure dans les terres de l'Ouest. Et le but de ces compagnies, c'était d'avoir beaucoup de peaux à vendre et du coup faire une économie d'échelle. Et en faisant ça, du coup, ils détruisaient le commerce individuel de chaque trappeur, qui était un peu des freelances à l'époque, quoi, hein. Ils travaillaient tous indépendamment. Et donc là, dans ce livre, on va suivre l'expédition créée par la Rocky Mountain Fur Company, qui est une expédition constituée de 150 hommes, dont le célèbre Jedediah Smith et Hugh Glass, qui va prendre part à cette expédition. Et donc ensuite on va plus en détail dans la vie de Hugh Glass et on apprend en fait que Hugh Glass, il y a eu un film là qui a été fait récemment là, avec DiCaprio, enfin récemment, il est un peu vieux maintenant, mais avec Leonardo DiCaprio, qui s'appelle The Revenant, qui est inspiré de Hugh Glass, mais en fait il y a plein de choses qui sont pas réellement dans la vie de Hugh Glass. Je ferai les parallèles après, hein. Mais en gros on va expliquer un peu la vie de Hugh Glass là-dedans. C'est assez court, hein, aussi, hein, comme ils expliquent ça. Donc ils vont expliquer par exemple qu'il était marin au tout début de sa vie. Très rapidement son bateau va être pris à l'abordage par des pirates, les pirates de Jean Lafitte, donc c'est un pirate célèbre, je crois français d'ailleurs, et qui a beaucoup aidé les États-Unis après pendant certaines guerres. Bref, on s'en fout. Hugh Glass a été capturé, il a eu le choix de soit mourir, soit s'engager en tant que pirate. Il s'est engagé en tant que pirate, donc il a été pirate quelque temps, et ensuite dès qu'il a pu, il s'enfuit avec un de ses collègues. Il s'enfuit sur le continent américain, et il a été capturé par une tribu amérindienne qui s'appelle les Pawnee Loups,
Et son collègue a été sacrifié, mais un sacrifice badass quoi. C'est-à-dire qu'ils l'ont foutu sur un bûcher, ils ont pris des arcs, des flèches avec des flèches enduites de résine et ils l'ont canardé, donc planté de partout, les flèches, la résine enflammée. Donc il est mort sur un bûcher nu, enflammé et planté de flèches. Hein. Et Hugh Glass devait subir le même sort. Sauf que lui, il a eu la merveilleuse idée d'offrir au chef de la tribu une petite poudre rouge pour dessiner, quoi. Enfin une poudre à teinter, quoi. Et en fait, le chef de la tribu a pris ça pour le cadeau d'un messager divin et il a décidé de ne pas le tuer. Donc c'était un rituel religieux, mais du coup, ils ont préféré le garder dans la tribu. Donc il est resté 2 ans dans cette tribu amérindienne, il a appris beaucoup de choses, il a combattu à leur côté contre les Sioux notamment. Et finalement, au bout de 2 ans, il est allé un jour avec le chef de la tribu dans une ville de colons, quoi, et il a décidé de se séparer de lui et de reprendre un peu son indépendance dans la civilisation. Et c'est là que du coup il s'est engagé auprès de la Rocky Mountain Fur Company pour partir en expédition en tant que trappeur et faire bénéficier de ses compétences en survie et en chasse à cette compagnie, quoi. Donc le salaire était quand même très intéressant. Et donc le voilà parti. Hugh Glass, c'est un mec qui a un caractère très particulier. Il est assez solitaire, il est éduqué, il est très intelligent. Et ses collègues diront de lui qu'il était un peu taciturne et compagnie, mais qu'il inspirait le respect. Donc ça, c'est un des éléments qu'il faut retenir, c'est en situation de survie. Il vaut mieux être quelqu'un de posé, quelqu'un de pragmatique et de tenace qu'un chien fou, tout simplement. C'est ce que ce livre nous enseigne en tout cas de sa vie. Donc cette expédition avec la Rocky Mountain Fur Company, elle part dans les montagnes rocheuses et ils vont avoir que des emmerdes, ça va très mal se passer. Ils vont perdre un bateau avec du ravitaillement, avec de la nourriture, plusieurs milliers de dollars perdus. Ils vont faire des affaires avec une tribu amérindienne qui s'appelle les Arikara, qui est dans le coin par là-bas, dans les rocheuses. Donc ils vont acheter des chevaux aux Arikara et les Arikara vont les attaquer la nuit pour récupérer les chevaux en gardant l'argent initialement de la vente et tout en tuant quelques trappeurs au passage. Donc en fait l'expédition va se faire dans la peur de poursuite de cette tribu amérindienne. Et un jour que Hugh Glass part en éclaireur, il va tomber sur des petits oursons. Donc il va tomber sur les petits oursons, il va se mettre sur ses gardes parce que qui dit ourson dit maman grizzly pas loin. Et effectivement, une maman grizzly va l'attaquer. Alors pour le déroulé de l'attaque, on ne sait pas exactement comment ça s'est passé, qui a tué finalement la grizzly. A priori, ce serait Hugh Glass, mais c'est pas forcément certain, parce que c'est ceux qui auraient rapporté l'histoire auraient voulu agrémenter un peu la légende de Hugh Glass en disant que malgré la mort certaine due à l'attaque du grizzly, il aurait voulu tuer le grizzly pour garantir de l'approvisionnement alimentaire pour ses collègues. Alors vrai ou non, j'en sais rien, on n'est pas certain. Le fait est qu'ils ont retrouvé Hugh Glass avec la grizzly allongée à côté, quoi. Alors Hugh Glass, il a 15 blessures mortelles. Chaque blessure qu'il a est une lacération profonde avec une hémorragie qui est mortelle. Toutes les 15, elles sont mortelles. Il a une jambe cassée et donc du coup le chef d'expédition très rapidement, parce que Hugh Glass inspirait le respect à tout le monde, ils vont constituer un brancard, ils vont essayer de le porter. Le problème c'est que ça va être une galère, il faut escalader des montagnes, il y a de la neige, machin. Donc très rapidement les 2 hommes qui portent le brancard, ça va être stop, on arrête, c'est pas possible. Donc ils vont très rapidement prendre la décision de laisser 2 hommes en arrière pour veiller Hugh Glass jusqu'à ce qu'il meure, parce qu'ils sont tous certains qu'il va mourir au vu des blessures catastrophiques qu'il a. Donc 2 hommes vont rester en arrière, Fitzgerald et Bridger. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ils vont pas rester longtemps, quoi. Ils vont rester une journée ou 2. Et finalement, ils vont prendre la décision de le laisser parce que c'est trop dangereux pour eux et que chaque mètre que l'expédition va faire sans eux, c'est des mètres qui vont être dangereux pour eux à rattraper. Enfin, je ne sais pas si j'étais très clair, mais en gros, ils ont peur. Le plus leur expédition s'éloigne, le plus ils ont peur, quoi. Donc, ils prennent la décision de le laisser. Mais le pire dans l'histoire, c'est qu'ils le laissent sans eau, sans nourriture. Ils prennent son fusil, ils prennent son couteau. Le mec, il est à poil. Il a 15 blessures hémorragiques, infectées probablement. Et il le laisse là. Et il abandonne.
Donc le type, voilà, il a peur, hein, il a essayé pendant leurs échanges aux deux petits malins là, pendant leurs échanges, Hugh Glass, il essaye de leur dire que non, ne m'abandonnez pas, ne me laissez pas, mais il peut pas parler parce qu'il a une entaille au niveau du cou, donc il peut pas manger, il peut pas boire, c'est compliqué. Finalement, contre toute attente, il va pas mourir et il va trouver les forces pour pouvoir revenir au fort, reprendre des forces, et ensuite il va essayer de pourchasser ces deux-là. Mais c'est pas comme dans Revenant. Dans The Revenant, il a un fils amérindien qui est tué par Fitzgerald, je crois de mémoire. Et du coup, il veut se venger de la mort de son fils. Là, il veut juste se venger d'avoir été laissé à poil dans la nature, à moitié mort, quoi. En plus, il l'a amer d'avoir perdu son fusil, son couteau, surtout son fusil. À l'époque, les fusils, les gens, ils tissaient un lien d'affection avec leurs objets de survie. Et le fusil, ça en faisait partie, quoi. Donc il l'a amer, il veut retourner et les confronter, les deux. Voilà. Donc il n'y a pas d'histoire avec le fils amérindien. Il n'y a pas d'histoire, c'est du bullshit ça. Et donc du coup il retourne au fort Kiowa, il reprend des forces et ensuite il va essayer de confronter les deux. Donc il retrouve rapidement Bridger dans une ville, il va le confronter. Bridger, il est désolé, il était jeune, il s'est fait embrigader par Fitzgerald et compagnie. Donc Hugh Glass, juste cette confrontation avec l'autre, ça lui suffit. Il va avoir un discours un peu paternaliste sur lui expliquer voilà, que dans une situation de survie, machin, truc, il faut pas agir comme ça, c'est pas honorable, qu'un homme doit pas faire ça, etc. etc. Et ça s'arrête là. Et Bridger, il fait sa vie et Hugh Glass, il part de son côté. Pour Fitzgerald, c'est plus compliqué parce que le bonhomme, il s'est engagé dans l'armée. Donc du coup, il a la protection de l'armée. C'est interdit de le tuer, sinon il y a tout le gouvernement des États-Unis contre toi. Donc Hugh Glass, il va y aller, il va le confronter. L'autre, il en a rien à cirer, il a aucun regret, aucun remords. Il en a rien à péter. Il va juste rendre le fusil à Hugh Glass. Et Hugh Glass, il estime que s'il tue Fitzgerald, il va avoir trop de problèmes, ça va être trop compliqué. Donc il lâche l'affaire. Et il s'en va. Et finalement, d'avoir confronté les deux hommes, ça lui aura suffi. Ensuite, plus tard dans sa vie, il va se réengager en tant que trappeur. Et en relevant des pièges un jour avec un autre collègue à lui, il va se faire tuer par une tribu amérindienne, de plusieurs flèches. Il meurt pas vieux. Hein. Voilà, donc ça c'est l'histoire de Hugh Glass. Et ensuite, à la fin, le livre explique pourquoi il a été monté au rang de mythe, de héros américain. C'est vraiment un héros très important aux États-Unis. C'est un peu peut-être le Jean Moulin américain. Alors peut-être pas Jean Moulin parce que lui c'est la résistance, machin, c'est pas pareil. Mais en termes de notoriété, de célébrité, Jean Moulin, à l'extérieur de la France, pas trop connu. Nous, Hugh Glass, c'est pareil. Là-bas, très connu. À l'extérieur de la France, des États-Unis, pas trop, quoi. Donc voilà, c'est le point intéressant. Donc en fait, le dernier chapitre recoupe avec les valeurs des premiers colons, la ténacité, le pragmatisme, l'esprit d'aventure. Voilà, donc ça, c'est pour expliquer, justifier pourquoi c'est devenu un mythe. C'est un livre qui est intéressant, hein. Franchement, c'est un livre qui est intéressant. C'est pas un livre technique, donc il n'y a pas des comment faire. Il y a 2-3 trucs, hein. Par exemple, à un moment donné, il explique que pour ses blessures infectées dans le dos, il va se frotter à un arbre pour que des petits vers puissent venir ronger les chairs mortes pour éviter d'avoir la gangrène. Il y a 2-3 trucs comme ça, mais c'est pas un livre technique, c'est pas un livre qui va t'expliquer comment survivre comme lui, quoi. Par contre, il est intéressant à lire pour la mentalité, la philosophie, comment on se comporte vis-à-vis de situations extrêmes. Et quel état d'esprit il faut avoir quand on va dans ce genre d'aventure, quoi. Donc il est intéressant pour ça. Après, encore une fois, c'est pas un livre exhaustif sur la vie de Hugh Glass, c'est plutôt axé historique. Donc c'est intéressant aussi pour avoir une idée de la mentalité américaine. Au cas où un jour si tu es confronté à des Américains, si un jour tu vas là-bas, si tu es en situation de survie là-bas, c'est intéressant de comprendre comment fonctionne ce peuple et quelles sont les valeurs de ce peuple. Il parle de l'échec, du changement de vie, du changement de carrière et compagnie. Aux États-Unis, c'est une valeur, ça, c'est quelque chose qui est valorisé, que quelqu'un ait plusieurs échecs, qu'il ait essayé plusieurs choses, qu'il ait raté, qu'il ait changé de vie, changé de carrière, changé de métier. C'est quelque chose qui est valorisé, alors qu'ici, nous, en France, c'est plutôt considéré comme de l'instabilité. Donc ça, c'est des éléments qui sont intéressants à avoir si jamais tu as affaire à des Américains, parce que du coup, pour être sur la même longueur d'onde, c'est des choses qui sont intéressantes à comprendre. Voilà, donc c'est un bouquin que je te recommande.
18 € quand même, c'est pas donné. Ce que je vais faire, je vais te le faire gagner. Si tu veux participer, tu mets un petit commentaire en bas, il faut être abonné à la chaîne. La chaîne, pour rappel, c'est une chaîne qui traite d'autonomie, de survie, mais du point de vue de l'acquisition des connaissances qui se font par les livres. Voilà. Donc voilà, si ça t'intéresse, tu t'abonnes, tu mets un petit commentaire, moi je ferai un tirage au sort et je te l'envoie. Voilà, comme ça au moins tu économiseras 18 €, tu mettras la main dessus, c'est toujours intéressant à voir. Allez, je te dis à la prochaine, ciao!